Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Tancred Solomianski. Bonjour Tancred. Bonjour. Tu es directeur e-retail L'Oréal Luxe. Donc avec toi aujourd'hui on va découvrir déjà ce que c'est le e-retail, on va en savoir davantage aussi sur L'Oréal Luxe, mais avant tout ça j'aimerais que tu nous présentes ton parcours. Comment es-tu arrivé à L'Oréal Luxe? Alors donc je m'appelle effectivement Tancred Solomianski, j'ai 31 ans. Et alors comment je suis arrivé chez L'Oréal Luxe? J'ai fait une école de commerce. À la sortie de l'école, je voulais être commercial. D'accord. Et parce que c'est l'entrée un peu automatique dans le monde du travail. Si on veut faire soit du business, soit du marketing, il y a toujours ce premier poste de commercial qui me paraissait indispensable. D'accord. Et j'ai voulu commencer là-dedans. Problème à l'époque, j'avais pas de voiture. J'avais pas le permis. D'accord. Donc la route c'était impossible. Et donc il fallait un poste comme cela, mais sédentaire. J'ai cherché et je me suis retrouvé un peu par hasard chez Amazon. Ok. Voilà. Et l'entrée dans le digital s'est fait comme ça. Donc j'ai commencé chez Amazon, je suis rentré au sein de la marketplace Amazon en 2012. Donc c'était à l'époque une petite équipe, on devait être 25 sur la marketplace. Quand il y a plus d'une centaine de personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce service-là. Et j'ai commencé à travailler sur l'intégration de nouveaux vendeurs sur la place de marché. D'accord. Sur toutes les catégories mode, donc qui regroupaient que ce soit du vêtement, de la chaussure, du bijou et des montres sur cette marketplace. Et j'ai fait ça pendant près de 4 ans. J'ai changé de catégorie, j'ai travaillé avec différents types de vendeurs, sur différents services également, parce qu'on vendait la marketplace, la partie logistique également expédiée par Amazon, qui est un service qui a explosé aujourd'hui et qui est devenu incontournable pour beaucoup d'e-commerçants. J'ai fait le début d'AMS également aussi, donc tout ce qui est sponsor product sur Amazon, à vendre ce service pour aider les vendeurs à se développer. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans au sein de cette belle école pour l'e-commerce. Ensuite j'ai voulu passer côté distributeur, à côté fournisseur, et j'ai commencé dans un groupe américain qui s'appelle Newell Brands, où j'ai travaillé sur une nouvelle catégorie de produits que je ne connaissais pas, qui était la puriculture. Donc on se rend assez vite compte qu'en e-commerce finalement le produit n'est pas forcément le centre du métier, mais que ça reste le job au quotidien qui peut changer. Donc j'ai fait un poste d'e-cam sur cette typologie de produits, et je travaillais avec différents clients comme Amazon encore une fois, mais donc côté fournisseur, Cdiscount, vente privée, et différents pure players du milieu. Donc ça m'a permis d'apprendre toute la partie commerciale, mais côté distributeur que je ne connaissais pas. Et au bout de 2 ans, j'ai été contacté par L'Oréal pour rentrer sur un poste d'e-cam également, au sein de la division L'Oréal Luxe, sur 6 marques de soins et de make-up au sein de cette division. Et donc pour faire un poste finalement qui était similaire à celui que j'avais avant. Quand tu dis e-cam, juste pour clarifier pour les auditeurs. Ouais, alors CAM c'est Key Account Manager, ouais. Donc c'est responsable grand compte. Et donc c'est s'occuper de la relation clientèle avec les distributeurs de nos marques, mais uniquement des distributeurs online, ou en tout cas la partie online des retailers. Donc aujourd'hui, au sein de L'Oréal Luxe, je suis amené à travailler avec des acteurs comme Sephora, Marionneau, Nocibé, mais également des pure players français comme Birchbox, Fil Unique, qui ont des sièges en France et qui travaillent depuis la France. Voilà, donc j'ai commencé sur ce poste-là et assez rapidement finalement, et par une opportunité, j'ai pu prendre la direction donc, de ce service. Et donc je m'occupe aujourd'hui de l'ensemble des marques du portefeuille L'Oréal Luxe, qui sont diverses et que peu de gens connaissent finalement sous cette appellation-là, mais qui regroupent des marques telles que Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani Beauté, mais également des marques de parfums comme Diesel, Cacharel, ou des marques de soins et de make-up comme Biotherm, Urban Decay par exemple, sur le marché français. Très bien, alors tu nous as parlé de ton parcours, grosse partie e-commerce, on parle d'Amazon, de Marketplace, et aujourd'hui tu es directeur e-retail. Qu'est-ce qu'un directeur e-retail? Est-ce que c'est différent d'un directeur e-commerce? Alors aujourd'hui, effectivement, je gère que du e-commerce indirect. Donc je m'occupe que de cette partie-là. C'est ça le sens vraiment de e-retail dans mon job. Donc c'est de développer la part de business qu'on réalise aujourd'hui
avec nos distributeurs sur cette partie e-commerce. Donc voilà, il n'y a pas du tout la partie D2C qui existe chez L'Oréal également, sur différentes marques, mais là c'est uniquement la relation avec les distributeurs. D'accord. Relation avec les distributeurs, tu parlais donc aujourd'hui tu as la direction de ce service-là, c'est une équipe de combien de personnes pour ce moment ? Aujourd'hui c'est une équipe de 6 personnes, on a 5 ICAM, donc, comme j'expliquais précédemment, donc, qui travaillent chacun au sein d'un pôle de marques différents. Et j'ai à date une personne qui s'occupe du e-trade, donc qui s'occupe de toute l'activation et les opérations commerciales qu'on peut mettre en place sur les différents sites et qui vous permettent, si vous achetez demain un parfum sur le site de Sephora.fr, d'avoir un cadeau avec votre produit. Si vous achetez une grande taille, si vous avez une opération commerciale en cours. D'accord, donc tu as ton équipe de 6 personnes, tu as cette relation avec les distributeurs ou autres. Au quotidien, c'est quoi ton travail ? C'est d'optimiser, j'imagine, les ventes à travers tous ces canaux-là. Tu nous as parlé là d'une action, par exemple, d'avoir un cadeau pour stimuler. Quels sont un peu les leviers du quotidien que tu pilotes ? En fait, il y a 2 aspects vraiment dans le job, on pourrait le séparer en 2. Il y a une partie qu'on va retrouver dans tous les postes de direction commerciale et de CAM ou ICAM, qui est de développer le business. C'est la partie bête et méchante du commerce, mais c'est comment on arrive à vendre plus de produits à nos distributeurs et finalement au client final. Donc ça passe par effectivement des mécaniques commerciales, ça peut passer par des remises, ça peut passer par différentes solutions, que ce soit pour le distributeur ou pour le consommateur. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est importante. Aujourd'hui, on est sur un marché beauté en France qui a pris un petit peu de retard sur la partie digitale par rapport à d'autres marchés, notamment le luxe qui était assez très brick and mortar, assez protecteur et qui avait du mal à se lancer sur cette partie digitale. Et donc, une partie de notre rôle, c'est d'aider nos distributeurs à se développer sur cette partie e-commerce. Et donc, c'est de créer des partenariats avec nos enseignes pour les aider à grandir en e-commerce. Donc ça peut être effectivement par des nouveaux services, des partenariats avec des startups ou des entreprises qui peuvent nous accompagner sur de la mutation, on va dire, digitale sur leur site. Et en tout cas, c'est de les aider à grandir parce que si eux grandissent, on grandira avec eux. Tu as quelques exemples de startups que tu as greffés par rapport à des offres ou des projets ? Alors, une qui est la plus connue, parce que et qui nous plaisait tellement qu'on a racheté la startup en question. Elle s'appelle Modiface et c'est un outil de virtual try-on qui permet qu'on peut implémenter sur un site et qui permet de tester en live via la caméra de son téléphone ou via la webcam de son ordinateur une teinte de rouge à lèvres, une teinte de fond de teint directement appliquée sur son visage en live et de pouvoir choisir en live sur un site le bon produit. Ça, c'est un super outil pour lever le frein à l'achat et pour nous aider à développer les ventes. Ça, c'est un exemple. On a travaillé par exemple avec une autre boîte plus technique là, pour Noël cette année, où par exemple on a développé en partenariat avec un de nos distributeurs un gift finder, donc une solution d'aide à l'achat pour les consommateurs, permettant de choisir le bon produit pour la bonne personne au moment de Noël. Donc c'est un outil qui est assez classique finalement, mais le distributeur ne l'avait pas fait. On est venu avec une solution, on s'est fait aider d'une entreprise qui nous a développé tout l'outil et finalement on a pu l'implémenter sur le site de ce distributeur qui l'a laissé en ligne pendant toute la période des fêtes. Ça nous a permis d'augmenter nos ventes pendant cette période-là. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est l'aspect luxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui se tiennent par rapport au physique, parce que peut-être c'est par rapport à l'expérience. Oui. On va en boutique parce que on veut profiter de l'expérience, de l'environnement, du conseil, et puis aussi peut-être de la boutique qui est vraiment mise en valeur. Comment tu vois la chose par rapport sur Internet ? Là, tu parlais de certains services, mais comment apporter une expérience utilisateur du niveau du luxe en ligne ? Alors ça, c'est encore quelque chose qui est effectivement assez difficile. Aujourd'hui, on va dire que le top de l'expérience utilisateur en ligne, elle va être présente sur nos sites en propre, nos sites D2C, où vraiment, finalement, on maîtrise le site de A à Z, que ce soit sur la partie éditoriale, sur la partie service, où on peut aller un cran plus loin. Sur la partie sélection des produits également, on va retrouver des offres exclusives, des produits plus premium qui ne sont pas forcément proposés dans la distribution en général et qui nous permettent de proposer une expérience utilisateur qui soit au plus proche de ce qu'on pourrait trouver dans un flagship en magasin par exemple. Quand on travaille avec des distributeurs, nous en tant que fournisseurs, on n'a pas aujourd'hui la main totalement sur tout ce qui peut se passer
chez un distributeur. Donc on peut les accompagner pour améliorer cette expérience. On essaie de fournir des outils, du contenu pour permettre d'améliorer cette expérience en ligne. Malheureusement, nous à date, on est assez limité. On reste sur une position de conseil et d'accompagnateur, mais finalement la décision finale reste entre les mains du distributeur. D'accord. C'est intéressant de voir le cas de L'Oréal, parce que là, tu nous parles de cette logique e-retail. Comment ça s'organise un peu à l'intérieur de L'Oréal Luxe? Est-ce qu'il y a une division web marketing, e-commerce, e-retail? C'est quoi un peu la cartographie interne? Alors effectivement, aujourd'hui, on a différentes organisations en fonction des divisions. Donc aujourd'hui, il y a quatre divisions au sein de l'entité L'Oréal France et même au niveau L'Oréal Monde. Si je reste sur la partie luxe, effectivement, aujourd'hui on a une partie retail, une partie e-commerce, une partie marketing. On travaille ensemble, mais effectivement c'est 3 branches qui sont séparées au sein des différentes marques. Le e-commerce reste le plus proche de la partie marketing parce que c'est le lieu d'expression de l'image de marque sur le digital, donc c'est très important que le marketing et que le e-commerce soient très proches. Sur la partie e-retail, on est vraiment à la frontière entre du marketing, du commerce, et donc finalement on a un peu plus de liberté, mais il y a toujours une interaction qui existe entre ces différents services. Et donc toi, pour réfléchir sur tes stratégies e-retail par rapport à tes distributeurs, quel type de données, d'indicateurs tu prends en compte? C'est des indicateurs retail, des indicateurs e-commerce, le mélange des deux? Alors aujourd'hui, effectivement, on travaille avec beaucoup d'acteurs historiques sur lesquels on va avoir une vision vraiment globale du compte, donc que ce soit physique et digital. Et on va regarder le potentiel global, notamment quand on va travailler tout ce qui peut être exclusivité produit, avant-première, service qu'on peut mettre à disposition. On va regarder l'ensemble. Maintenant, moi dans mon rôle, j'ai l'accélération de la part du e-retail au sein de la division. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de trouver les meilleurs partenaires sur vraiment la partie digitale. Donc je vais aller chercher des personnes qui sont capables d'aller grandir et qui ont encore un potentiel de croissance important. Et ce n'est pas forcément les plus gros aujourd'hui qui ont le plus gros potentiel de croissance. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aider des acteurs qui sont un peu plus bas dans le classement, si on faisait un classement en termes de taille aujourd'hui, qui ont des forts potentiels de croissance, qui sont parfois plus agiles aussi pour se développer. Et donc on peut aussi travailler avec eux. Donc voilà, moi c'est vrai que je me concentre plus sur vraiment les résultats digitaux à date, que ce soit en termes de trafic, en termes de performance, on regarde les leviers d'acquisition que ces différents sites peuvent avoir. On va creuser même dans les taux de rebond que les sites peuvent avoir, essayer d'estimer un taux de conversion, mais en tout cas savoir le potentiel et ce qu'on peut aller faire avec eux. Tu me disais tout à l'heure que tu utilisais la solution SimilarWeb pour suivre tout ça. Donc tu regardes des acteurs principalement de ton marché ou tu regardes tout type d'acteurs qui peuvent évoluer et être intéressants en termes de pratique? Alors à date, je regarde principalement mon marché. La raison principale est que les produits que je distribue aujourd'hui sont encadrés contractuellement et que je ne peux pas aller vendre des produits luxe chez tous les acteurs du marché. Aujourd'hui, on a un contrat de sélectivité qui autorise certains revendeurs uniquement à proposer nos produits avec des conditions assez strictes, notamment le fait de posséder un point de vente physique qui soit agréé en termes de qualité par les différentes marques. C'est le cas pour toutes les marques du marché du luxe. Demain, vous ne retrouverez pas un produit Chanel distribué chez Monoprix parce que ça ne correspond pas du tout à l'image que Chanel peut avoir. Et donc, ça nous empêche de travailler notamment avec des pure players. Alors là, ce que tu dis, c'est que même pour un distributeur qui est purement en ligne, il faut qu'il ait des antennes physiques. Tout à fait. Pour qu'il distribue vos produits. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va travailler par exemple avec Birchbox et Fil Unique, qui ont tous les deux chacun à minima un point de vente à Paris. D'accord. Par contre, on n'ira pas travailler avec Amazon. C'est bizarre cette frontière, parce que là tu me donnes des exemples qu'ils ont un seul point de vente. Oui. Donc c'est juste pour avoir une perception pour l'utilisateur, pour que l'utilisateur se dise au moins je peux accéder à ce point de vente. C'est quoi la logique derrière Non, la logique derrière est effectivement, c'est un contrat qui est historique et qui n'est pas nouveau, qui encadre pas mal de marques sélectives, où la logique est que l'utilisateur, effectivement, en entrant dans l'enseigne, doit pouvoir vivre l'expérience de la marque, qu'on peut retrouver online, mais qu'on peut retrouver en point de vente également. D'accord. Et c'est l'idée d'avoir cette complémentarité des canaux et de ne pas avoir que du online. Donc aujourd'hui, effectivement, on n'a aucun pure player à 100%.
Ok, très intéressant, très intéressant. Très bien, je pense qu'on a une bonne vision sur l'évolution. C'est quoi aujourd'hui les enjeux pour L'Oréal Luxe? C'est quoi toi tes priorités pour cette année 2020 et pour les futures années? La priorité aujourd'hui qu'on a, c'est effectivement de faire grandir donc la part du e-business au global, vraiment je parle au niveau division. On a des objectifs au niveau groupe et une vision qui nous a été donnée où on s'est fixé 20% de e-business en 2020. Et donc l'idée c'est d'arriver à ce résultat d'ici la fin de l'année à très court terme, avec un objectif derrière d'arriver à 30% en 2025. Donc des grosses ambitions, un poids qui est très fort. Après c'est un poids mondial, c'est pas uniquement France. Moi je travaille sur le périmètre français, mais c'est pas qu'au niveau France. Aujourd'hui on a un marché qui est très très dynamique, notamment en Asie. Des taux de digital qui sont très hauts. Quand on prend des sites comme Tmall, ils représentent un poids énorme dans le business qu'on peut avoir en Asie. Donc l'idée c'est effectivement au niveau mondial d'accompagner cette croissance et d'aller chercher ce poids de e-business au sein de la division. Alors j'ai quelques chiffres là, donc le PDG de L'Oréal a annoncé en 2019 une croissance du e-commerce de 48,5% et un pourcentage du CA de 13,2%. Alors c'est peut-être pour L'Oréal au global. Ouais. Et donc comme tu me dis, en 2020 c'est 20%, c'est cette part-là qui doit augmenter ou Non, c'est cette part-là qui doit augmenter. Ouais. Ok, d'accord. C'est des croissances qui vont effectivement assez vite. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis derrière pour y arriver. L'équipe qui grandissent, c'est des arbitrages aussi qui sont faits parfois entre la partie physique et la partie digitale, mais il y a une vraie volonté effectivement d'accélérer sur cette part-là et d'atteindre les 20%. Impressionnant, impressionnant. T'en parlais un peu de l'international. Ouais. Aujourd'hui, on voit que le luxe, c'est un peu le fer de lance de l'industrie française, notamment en Chine, pour de nombreuses marques. C'est quoi ta vision un petit peu sur ce marché chinois? Je sais que par exemple, là-bas, il y a une vision qui est différente, par exemple, rien qu'au niveau des fiches produits. En France, on a des trucs très minimalistes et en Asie, on veut une histoire. Sur le produit, on veut plus de photos, de vidéos, mais quelque chose de beaucoup plus documenté. Et j'imagine que sur le luxe, quand on vend à distance à l'autre bout du monde, c'est encore plus important d'avoir cette présence-là pour ces produits. Oui, tout à fait. Alors on vend à distance, oui, effectivement, on vend à distance au bout du monde. Après, on a beaucoup d'équipes présentes en Asie qui vendent les produits directs. C'est des équipes dédiées en Asie qui s'occupent de ça. Mais effectivement, quand on regarde ce que font nos voisins en Asie, on voit comment ils travaillent les produits. En fait, ils sont arrivés d'une façon très différente. En Asie, les marques sont arrivées par le digital et sont en train de passer par le business physique maintenant, dans un deuxième temps, ce qui est l'inverse de ce qui se passait en France et partout en Europe. Donc c'est vraiment une logique différente. Les clients ont découvert les marques principalement par le digital et donc ont l'habitude de consommer sur ces pages-là, de découvrir les produits de cette manière-là et ont moins ce frein à l'achat qu'on peut avoir en Europe, d'acheter des produits de beauté qu'ils ne connaissent pas en ligne. Donc c'est beaucoup plus ouvert. Par contre, effectivement, en termes de contenu, c'est également beaucoup plus riche. Ça, quand on voit ce qui peut être fait, je parlais de Tmall tout à l'heure, mais on prend une page Lancôme ou Yves Saint Laurent aujourd'hui sur Tmall. C'est impressionnant, la longueur de la page, la quantité de contenu qu'on peut avoir, le nombre d'explications, de comparatifs. Voilà, c'est un contenu qui est très 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 riche. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'en arriver jusque-là pour un consommateur français qui s'y perdrait dans cet amas d'informations. Par contre, on essaye de travailler pour arriver à un juste milieu et pour être capable aujourd'hui d'arriver à un niveau d'enrichissement qui soit satisfaisant pour un consommateur français pour pouvoir passer le cap d'acheter en ligne des nouveaux produits et de lever cette crainte à l'achat. Très intéressant. Pour le mot de la fin, on voit que ton parcours, il était très transversal. Tu as exploré un petit peu toutes les facettes, que ce soit du e-commerce et puis de cet aspect retail au final. C'est quoi ta vision sur ces prochaines années pour le e-commerce français au niveau global? Est-ce qu'il y a des choses où tu vois qu'il y a des enjeux qui vont porter cet écosystème ou s'il y a des freins également que tu perçois et tu te dis ça sera vraiment des obstacles à relever très prochainement. Alors moi, depuis que j'ai commencé, donc depuis 2012, je vois un marché français où je n'arrête pas d'entendre on est en retard, donc c'est frustrant. Pourtant on est en croissance et on n'arrive pas à rattraper
ni nos voisins anglais, ni nos voisins allemands qui sont plus forts que nous. Et heureusement, on a toujours l'Espagne et l'Italie derrière nous qui nous rassurent, on va dire, de pas évoluer au même niveau. Donc, je vois forcément un marché qui va continuer à grandir, c'est évident, on est en retard, on n'est pas si différent de nos voisins, donc on devrait arriver à atteindre les mêmes niveaux. Après, ce qu'on constate en France, et c'est quand même, je trouve, une spécificité française, c'est des services qui peuvent marcher en Angleterre ou en Allemagne ne sont pas forcément les mêmes services qui vont marcher en France. Je pense notamment sur l'alimentaire, à toute la partie Drive qui est très française, et où moi, sur mon marché, je suis en train d'en voir la même chose avec le click and collect qui n'était pas du tout une façon de consommer avant, qui est devenue hyper importante. Et aujourd'hui, on va avoir entre 20 et 30% des gens qui consomment sur des sites beauté qui, au lieu de se faire livrer chez eux au bureau, préfèrent aller en point de vente. Donc finalement, une omnicanalité qui arrive par des services et qui n'existait pas avant. Et donc je pense qu'on va réussir à rattraper ce retard et à continuer à grandir, mais en trouvant les services adaptés à la spécificité française. C'est là où c'est compliqué, il faut qu'on arrive à... On ne peut pas faire du copier-coller de ce qui se passe à l'étranger, ça ne marche pas en France. Il faut vraiment trouver des services adaptés aux contraintes, à l'écosystème français finalement, et ce qui nous permettra de grandir. Mais je suis plutôt optimiste pour l'avenir et je pense qu'on a encore des belles années devant nous. C'est ce qui est intéressant sur le marché français, il y a beaucoup de spécificités. Faut s'adapter par rapport à ça, mais au final, c'est un frein aussi pour scaler quelque part, c'est-à-dire s'étendre à l'international et répliquer juste les processus. C'est peut-être aussi la problématique d'un marché européen, de se dire, ok, il y a des cultures différentes, il faut fournir des expériences différentes, mais aussi des canaux différents. En France, tu parlais de cette logique de livraison. On est très friand des points relais, par exemple, par rapport aux pays voisins. Donc voilà, c'est bien s'adapter, trouver des solutions pour les consommateurs, mais en même temps s'ouvrir et être très agile pour ce développement international. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être même presque plus facile d'aller s'ouvrir sur d'autres pays européens que de réussir en France, étonnamment, en e-business, parce qu'il n'y aura pas forcément cette même attente à l'étranger, qu'on peut se différencier par des choses qui sont souvent plus minimes, dont le prix sur beaucoup de marchés, mais c'est le cas, mais également la sélection qui peut juste faire la différence sur différents marchés. Là où on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, et c'est un fait et c'est normal, c'est leur marché de départ, mais qui veulent s'entêter à absolument être très très bons en France avant de s'ouvrir à l'étranger, ce qui n'est pas forcément indispensable. Aujourd'hui, nous, en tant que fournisseurs, on a parfois des frustrations de voir nos distributeurs qui se limitent eux-mêmes en se disant non, mais d'abord je réussis en France, puis ensuite on verra le développement. C'est pas forcément deux choses qui doivent se gérer séparément, mais qui peuvent peut-être se gérer en même temps. Très bien, Tancred, je te remercie pour ton temps. J'invite tous les auditeurs à trouver plus d'informations sur le site de L'Oréal Luxe, de découvrir un petit peu les gammes et de vous découvrir aussi la mécanique. Et puis, je dis à tout le monde, à très vite sur la nation du e-commerce pour de nouvelles explorations. Merci à tous. Merci. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.